Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux, avec celles et ceux qui s'y engagent, aujourd'hui pour demain, ici et maintenant. Je suis Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène cheminer avec moi dès maintenant. Son charisme, sa voix, sa sagesse. Il est solidement ancré sur son plateau de l'Aubrac, la voix d'un territoire fier de sa mue, à qui l'on prédisait pourtant, un temps, le dépérissement. Ses traditions, incompatibles avec la mondialisation et l'ouverture du marché. Ses sols, trop hostiles. Ses hommes, passéistes. Et puis, sans crier gare, le sursaut d'une génération de jeunes éleveurs soucieux de faire front commun par amour de leur terre. André Valadier sera l'un d'eux, si ce n'est leur meilleur ambassadeur. Maire de la Terrisse pendant 5 mandats, puis vice-président de la région Midi-Pyrénées en charge de l'agriculture pendant 4 autres mandats, il sera le trait d'union par-delà les clivages politiques. Celui qui répète à l'envi qu'il faut risquer de déplaire pour être utile, attire la sympathie et s'affirme comme une personnalité fédératrice, pragmatique, qui a su mettre au profit de l'Aubrac tous les apprentissages de sa vie jusqu'à la création de la coopérative Jeunes Montagnes, sur laquelle on revient longuement. De ce parcours qu'il a souvent raconté, j'ai tenté de le faire bifurquer. Et de nos 2h30 de conversation, toutes les archives d'une vie étalées sur la table, chez lui, au cœur du plateau de l'Aubrac, je vous livre un morceau aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour André Valadier. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci à vous qui avez pris le risque de venir jusqu'ici. Alors où est-ce qu'on est justement ? Eh bien ici on est sur la partie ouest du massif, les contreforts de l'Aubrac qui jouxtent la Viadène. Vous voyez, dans la commune de la Terrisse, là où vous êtes, il y a quand même 11 burons. Ça positionne un peu ce qu'était la vocation de cette commune d'éleveurs. Est-ce que vous avez toujours vécu ici, vous, dans cette maison ? Oui, pas dans cette maison. Alors là, c'est mon histoire. Je suis né dans un petit hameau que vous avez pu voir où vous avez garé la voiture, à 1,5 km. Les Clausels, 2 maisons, 2 fermes. Et mes parents étaient éleveurs, bien sûr. Et j'ai pris le relais, tout simplement, comme si c'était une trace dans laquelle je remettais mes pas. Mais bon, je dois dire que mes parents n'avaient pas forcé le destin, en quelque sorte. Mes parents me disaient, à l'école, ça se passe bien. Si tu veux continuer, tu peux continuer. On fera le sacrifice qui convienne, mais tu peux continuer. J'ai décidé d'arrêter l'école à 14 ans. J'étais à l'époque en pension. À 11 ans, j'ai fréquenté l'école communale. Il y avait une école à l'époque à 2 pas d'ici. Et de la fréquenter sérieusement, et vous retrouverez, ou vous l'avez peut-être déjà vu, un fait qui marque bien l'importance donnée par mes parents à l'école. Ils ne supportaient pas, quel que soit le temps, que je ne vienne pas à l'école. Et à l'époque, il y avait plus de neige. Et je me souviens, certaines situations très hivernales, mon père m'a porté sur ses épaules. Il y avait beaucoup de neige. Et c'est d'une situation, ça m'y fait penser, un peu similaire, transposée dans d'autres domaines, que j'ai gardé une recommandation qui était la leur. Mon père me disait, tu sais, si le mauvais temps se lève quand tu es dans le parcours, et que tout à coup, décongère la tourmente, surtout, arrête-toi assez tôt, arrête-toi. Si tu ne vois pas plus loin, devant toi, qu'à tes pieds, tu es pris dans
dans un espace fermé, retourne-toi, mets tes pas dans des traces, ça te ramènera au chemin. Et c'est une image que l'école me rappelle parce que je crois que je l'ai appliquée quelquefois dans d'autres domaines. Et voilà, alors l'école, 14 ans j'arrête et je reviens sur l'exploitation. Vous étiez à Rodez? J'étais à Rodez, 3 ans, je m'ennuyais. Et je suis revenu sur l'exploitation. À l'époque, ça a permis à cette exploitation qui n'était pas très importante de tenir le coup parce qu'ils avaient un employé. Et quand je suis revenu, plus d'employés. Et je me suis mis à des travaux pratiques au quotidien. Il y a peut-être un fait important dans votre histoire, c'est que vous êtes fils unique. Je suis fils unique. Est-ce que vous vous sentiez empreint d'une responsabilité? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, situation qu'on n'imagine plus aujourd'hui. J'étais le fils unique. Mon père était le 7e de 19. J'en ai connu 14. De ses frères et sœurs? Frères et sœurs. Sur les 14, 13 étaient mariés, 8 n'avaient eu qu'un enfant. Voilà, alors je reprends. Et jusqu'à un jour, un accident est fatal pour mon père. On était dans le bois, un bois de hêtre à côté, pas loin de la maison. Et chaque année, au mois de juin, on faisait le bois qui permettait de passer l'hiver qui suivait. En abattant un arbre, coup du sort, l'arbre qu'on abattait a abattu mon père. Et alors là, je me suis senti encore plus chargé de mission. Vous avez 18 ans? J'avais 18 ans, oui. Et bon, ça c'est... Ma mère a été très courageuse. Et j'ai repris, elle avait quand même des données, des connaissances de ce qu'était une exploitation agricole. Mais là aussi, il y a eu le service militaire. C'était la guerre d'Algérie. Je ne suis pas allé à l'Algérie, mais il m'a fallu pendant 2 ans abandonner l'exploitation. J'en ai tiré là aussi, j'essayais de dire, parce que j'avais quand même, j'ai dit que j'avais abandonné l'école, mais j'avais fait des cours par correspondance qu'on appelait les cours du plateau central, l'ancêtre de la RAGT, je pense, qui diffusait des données en matière de technique de production agricole, et ça avait éveillé mon attention sur des éléments que je n'aurais pas sans doute captés de moi-même. Et alors que 2 ans, je disais, c'est quand même long. Quelle sera la productivité de ce temps? Je vais m'efforcer de travailler, alors j'achetais des documents, des lectures, pour essayer de renforcer quelques connaissances. Mais enfin, le service militaire s'est passé pas trop loin d'ici, à Toulouse. Et j'ai été maintenu. Je le cite parce que ça a eu une incidence sur mes décisions d'après. Maintenu, j'étais sous-officier à la police militaire et je percevais une solde. Et alors je me disais à moi-même, c'est quand même dire que sur mon exploitation, on est en difficulté sur le plan financier ou très juste, et que là, on me paye pour faire ce que je fais. Je trouvais que c'était un peu anormal et c'est quelque chose une situation qui m'a interpellé quand je suis revenu et qui a sans doute contribué, c'était pas uniquement ce fait, mais qui m'a incité à m'engager un peu plus et collectivement pour voir comment on pouvait améliorer la situation à la fois de l'agriculture mais aussi de l'élevage, bien sûr, et du territoire. Et ça a été un moment clé de mes évolutions. On était d'autant plus qu'on était en pleine mutation. En mutation
au niveau agricole, même si l'Aubrac luttait pour retarder les évolutions, j'étais conscient que c'était inexorable. Moi, j'avais travaillé comme mes arrière-grands-parents. Dans les mêmes traditions, comme au Moyen-Âge. Et j'ai plaisir à raconter à mes petits-enfants, aujourd'hui, que je suis un des derniers d'une génération qui fabriquait des tracteurs vivants sur 8 pattes motrices. Donc les bœufs. Et on fabriquait le carburant. Voilà, alors c'est là que je me suis engagé de regarder l'avenir. Donc à la fois de rendre le métier moins pénible au quotidien, et à la fois d'équilibrer financièrement vos exploitations. Oui, d'améliorer avec toujours une préoccupation de la ressource locale. Parce que c'était au moment où s'éteignaient les 2 grands piliers de la ressource de l'Aubrac, les fromages en buron. Il y avait 300 burons. Fromage qui, au départ, était, disons, une pratique adaptée pour conserver une denrée fragile, le lait liquide, à 1 jour et demi devant lui. Quand il est solide, les 10 litres ont donné 1 kilo, mais le kilo a 1 an et demi devant lui. Autrement dit, il n'y a pas que chez nous, c'est vrai, on a eu beaucoup de relations avec les gens du Beaufort et du Jura. L'origine des fromages est la même partout, dans ces régions-là. Pour conserver le lait. Progressivement, on entreprend, on se réunissait toutes les semaines quand même, un petit groupe de 3 communes. On se réunissait, on allait chez les uns, chez les autres, accompagnés par... au début, c'était des techniciens d'un organisme qu'on appelait la PEP. Puis progressivement, des gens de la Chambre d'agriculture sont venus, oui. Et alors là, on voyait un peu, on faisait quelques expérimentations. Mais il faut savoir qu'entre 60 et 65, on a eu une permanence du CNRS sur l'Aubrac. Des chercheurs avec des équipes composées d'agronomes, d'ethnologues, de sociologues, auxquels on a posé une question au début, comme le faisaient les buronniers quand ils les voyaient arpenter les montagnes. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors ils répondaient, on ne cherche pas, on a trouvé. On a trouvé, vous êtes les derniers à exercer un métier sur une page qui va tourner. Et d'ailleurs, c'était déjà les premiers burons fermés, la race d'Aubrac était classée en race en voie de disparition. De ce fait, les 2 principales ressources étaient en péril. Parce que le fromage de l'Aïole, par sa faculté de conservation, ce sont des éléments qu'on n'appréhende pas tout de suite dans les qualités ou la plus-value obtenue d'un produit. Ce fromage se conservait, et on disait en occitan ici, c'est qu'une serbe, elle supporte la traversade. Il supporte la traversée. Et beaucoup des fromages, un certain nombre de ces fromages de l'Aïole, fabriqués dans les burons, eh bien, étaient transportés sur les ports de la Méditerranée, traversés dans Algérie, Tunisie, Maroc. Il y avait 1000 buronniers, et tout ça s'éteignait. Les bœufs, énergie renouvelable. Et ça permettait une plus-value. On n'en était pas conscient. On faisait quand même le constat de ce qu'était cette plus-value, sans la définir, d'énergie renouvelable. Parce que on avait constaté que les céréaliers du Nord, les viticulteurs du Bordelais, les riziculteurs de Camargue venaient acheter des bœufs d'Aubrac, et souvent, quand ils achetaient une paire de bœufs à Lacan, à l'Aïole ou à Aubrac, ils retenaient une autre paire pour l'année d'après. Et ce qu'on avait constaté, je me souviens, mon père revenant de la foire en disant « il a fallu passer à la mort ». C'est quand le tracteur vivant n'était plus apte à faire son travail qu'il est resté une valeur carcasse.
Et la valeur carcasse se situait à 25-30% de moins que la valeur énergie renouvelable. Et tout ça s'éteignait. Et c'est ce qui avait entraîné les générations de nos parents, même nos parents, grands-parents, à nous dire sur l'Aubrac, surtout qu'il ne faut pas acheter de tracteur. Des arguments, ils en avaient. Le lendemain de l'achat, il a perdu de la valeur. Tous les jours, il faut mettre à la main un portefeuille. Et puis, ça fait du bruit, c'est dangereux. Bref, où passe le tracteur, l'herbe ne repousse pas. Le tracteur a gagné, mais l'Aubrac a été le dernier de toutes les régions voisines, et même au-delà, à s'équiper du moteur à explosion. Et tout ça disparaissait. Alors c'est là qu'on a eu les réflexions, étaient quand même fortement marquées par les systèmes proposés à l'époque, qui avaient leur raison d'être. Système qui orientait les éleveurs vers 4 races. Toutes les races locales n'avaient plus aucune raison d'être. Si on voulait être performant, les repères de performance s'appelaient poids des carcasses, rendement à l'hectare, vitesse de croissance, production de lait par vache, etc. C'était ça la performance. Donc là, vous parlez d'un contexte où on est au début de la mondialisation, de l'ouverture du marché commun qui bouscule complètement l'économie, qui demande à l'agriculture de s'uniformiser. En tout cas, on est dans cette démarche-là de productivité à tout prix. Oui. Et c'est dans ce temps-là que les chercheurs du CNRS viennent vous pointer le dépérissement de votre Aubrac. Oui, ils viennent à ce moment-là nous disant « Vous n'avez pas tourné la page, mais vous allez la tourner. » Et avant qu'elle ne le soit, on voudrait bien photocopier. Ça revenait, je schématise. Ils venaient vraiment assister, archiver. Essayer. Alors, ils avaient archivé tout ce qui était source de fonctionnement, de revenus, de survie, et qui avait permis à la fois d'aller du vivrier à l'économie. Et est-ce que vous, ce constat qui est quand même très pessimiste et qui ne laisse que peu de perspectives à l'Aubrac, est-ce que ce constat-là est synonyme de sursaut ? Non, ça a été synonyme de sursaut, mais pas instantané. Oui, mais en tout cas de déclic. De déclic et puis de point d'appui. Tout à coup, on ne sait plus trop où on va. Ce qui nous avait aidé quand même à bien réfléchir, c'est qu'on n'avait pas fermé complètement. On a testé ces systèmes uniformes. On a testé et on s'est rendu compte, et c'est peut-être le côté pratique de ce qu'étaient nos obligations quotidiennes, qui nous a permis de prendre conscience qu'il y avait des types de production qui n'étaient pas adaptés à l'Aubrac à partir des systèmes proposés. Et on nous a un peu trompés. Par exemple, je prends un exemple très concret. Quand on a remplacé les Aubrac qui étaient exclus de la production laitière, puisqu'il y avait eu les primes à la vache non traite, donc dissuasion, automatiquement on nous dit « mais ne vous tracassez pas, aujourd'hui il y a des vaches qui vous donnent autant de lait que 6 des vôtres ». Et alors on a essayé, et on a essayé d'autant plus qu'on nous incitait. Et alors l'observation qui était la nôtre de dire « mais il y a le climat, le relief, la nature du sol », tout ça, ça existe. La PAC ne l'a pas modifié. Tu dis, mais rassurez-vous, si elles ont moins de lait, il sera meilleur. C'était un peu rapide, parce que c'est toujours le contraire. Un animal qui n'exprime pas son potentiel détériore un peu les aptitudes à coagulation. Bref, je ne me tends pas plus là-dessus, mais on a dit, à un moment donné, il faut refaire le cap. Et alors là, la création de Jeunes Montagnes a été sans doute la première démarche concrète. Création de Jeunes Montagnes, on est en 1960. 60. En 2 mots, pourquoi Jeunes Montagnes ? Quelle est sa raison d'être ? Ah ben, Jeunes Montagnes. Pour tous les gens qui n'auront pas lu. C'est ma mère. Quand elle nous voyait tous réunis à réfléchir, et ce groupe qui réfléchissait avait décidé de créer un outil qui, dans d'autres régions, s'était créé en 1930, et nous, on était en 60. Alors là, je dois dire qu'on nous regardait avec compassion.
pour pas dire plus, bon, mais même on avait des pressions pour ne pas aller jusqu'au bout de ce projet qui consistait à créer une petite fromagerie de village, si on peut dire. Et alors on a persévéré et on réfléchissait, et on avait créé un statut de coopérative parce qu'un d'entre nous qui est un peu plus érudit avait dit mais on ne peut pas se lancer comme ça. Il pourrait être reconnu, pour être crédible auprès de la banque, auprès des commerces, il faut un statut. Alors on avait créé un statut de coopérative et quel nom? Alors comme on était... Bon, elle a été implantée ici, à la Terrisse, mais c'était les communes d'Alpuège, de Lacan, qui fournissaient les adhérents, les premiers, et on ne voulait pas distinguer un nom par rapport à l'autre. Alors Aubrac, on avait pensé à Aubrac, mais on a dit, c'est quand même un peu prétentieux qu'un petit recoin comme le nôtre emprunte le nom d'Aubrac. Et c'est ma mère qui me dit, mais quand je vous regarde, j'ai envie de vous suggérer Jeune Montagne. Parce que vous aviez tous moins de 30 ans. Ah oui, on avait tous moins de 30 ans. Moi, j'avais les premières réflexions, j'avais 26 ans, 25 même. Et voilà, Jeune Montagne est parti comme ça. Ça a été une aventure. Je me rends compte que c'était pas une mauvaise idée. Vous venez de fêter les 60 ans? On a fêté les 60 ans. Alors, ce que je peux dire, et qui synthétise un peu toute cette période, c'est de dire que à un moment donné, on a presque trahi notre patrimoine. On a abandonné. Et puis on s'est repris et on a dit, si on veut tenir le cap, il faut le refaire. Et c'est là que, dans cette redéfinition, pour convaincre, on s'est appuyé sur les constats du CNRS. Je passe sur toutes les péripéties, la période de dissuasion, la période de répression, les quotas laitiers, mais le patrimoine ne nous en a pas voulu, même si on l'avait trahi un certain temps, lui ne nous a pas trahis. La tradition sans modernité est stérile, mais la modernité sans tradition est aveugle. Alors, quand je vous disais que l'Aligot avait été révélateur, je raconte une histoire. Un coup de téléphone de la directrice commerciale d'un groupe qui s'appelait Agrigel, concurrent de Picard pour les surgelés. Pour les surgelés, parce qu'on avait lancé l'Aligot en surgelé, à la demande de Picard. Après un échec qui était dû à notre faible capacité, c'était Euro Disney qui avait lancé l'Aligot. Et ça nous avait dit, voilà quand même des produits du patrimoine qui font sourire et qui tout à coup intéressent de grands opérateurs. Avec Euro Disney, on a dû s'arrêter parce qu'on ne pouvait pas fournir, on n'avait pas la quantité demandée. Et alors Picard nous a dit, mais prenez votre temps, on peut stocker en surgelé, donc... Et la directrice des commerciales d'Agrégel me dit, quand vous venez à Paris, venez me voir. J'y vais. Elle me dit, votre Aligot nous intéresse. Ça me fait plaisir. Donc, oui, mais vous le vendez trop cher. Je lui ai dit, écoutez, on le vend, on pratique un prix qui a progressé, certes, mais qui reste sans doute dans des normes acceptables, puisque vos concurrents, Picard, ne nous ont jamais fait d'observation. La progression est à 2 chiffres. On n'a aucune raison de changer le tarif. Elle me dit, mais vous vendez trop cher et je vous le prouve. Elle prend un papier, un crayon. Aujourd'hui, elle aurait été plus rapide. Mais elle prend un papier, un crayon, elle fait une belle addition en détachant la pomme de terre, la matière grasse, les protéines, tous les ingrédients, la caséine, tout. Elle y met tout et elle fait une addition. Effectivement, elle tombe à la moitié du prix qu'on pratiquait. Mais vous voyez, je dis, ben oui, je vois, je constate et je reconnais que votre addition est sans doute juste. Je ne la conteste pas, mais ça montre qu'il n'y a pas de perspective de partenariat entre vous et nous. Bon. Alors je lui dis, je vous remercie quand même de m'avoir reçu, mais c'est pas possible. Mais une question quand même, je dis. Vos sources pour les valeurs, c'est le prix mondial
Ah ben je lui dis, ça ne m'étonne pas. Nous on est sur l'Aubrac. Et en partant, je me rappellerai toujours cette porte qui tourne. Oui. Moi, je n'étais pas trop habitué, alors j'ai fait 2 fois la rotation. Elle était debout devant son bureau, elle me faisait signe de revenir. Je reviens, je dis, j'ai oublié quelque chose, madame. Non, vous n'avez pas oublié, c'est moi qui ai oublié de vous demander quand même un certain temps. Je vais en parler à mes collaborateurs de votre Aligo. Et en partant, moi, un réflexe, c'est sincère, je ne sais pas comment ça m'est venu. Je lui ai dit, madame, j'étais venu vous voir, fier comme un aligot, je repars triste comme une purée. Elle a eu une réaction, je vous rappellerai. Et elle a rappelé, effectivement, elle nous a dit, on va faire votre aligot comme vous le faites. Et cette épopée de la Ligo, donc vraiment Jeune Montagne, à la fois dans ces négociations commerciales-là qui permettent de vendre la Ligo en barquette, en surgelé, et donc qui ouvrent des perspectives énormes. Oui. Jeune Montagne a eu un rôle évidemment structurant pour de maintenir la tradition de sauvegarde. Et il y a peut-être une petite anecdote sur laquelle je voudrais vous faire revenir, c'est celle du pape lors du Concile Vatican II. Oui. Écoutez, je crois que sur l'Aubrac, pendant les premières années de fonctionnement de la coopérative, tous les jeudis, sans que les gens faisaient une demande, tous les jeudis, tu me mettras un peu de tome pour la Ligo du vendredi. Parce que l'Aubrac, loin des bords de mer, les gens respectaient les règles du Vatican. Il y en a qui disaient même « Bravo, demain, c'est vendredi, on aura un aligot ». C'était jour maigre. C'était le maigre. Mais on était en conformité avec les règles du Vatican et de l'Église. Donc ça fonctionnait. Et donc il y a eu cette abolition du vendredi. Et alors pendant un temps, l'aligot a baissé un peu. Du coup, le pape n'avait pas liquidé l'aligot, mais il l'avait libéré. Parce qu'en réduisant les jours maigres, et vous avez senti cette baisse de consommation de l'aligot, on pouvait s'attendre à ce que vraiment l'aligot sorte des habitudes culinaires. Ah oui, non, mais il est parti. Aveyronnais. Et c'est là qu'il s'est exprimé. Il l'avait déjà fait un peu quand même, grâce aux burons et grâce aux buronniers, qui avaient des conditions très précaires. Et quand ils avaient des visiteurs ou les propriétaires des troupeaux qui venaient voir leurs vaches, on essayait de leur faire un aligot. Au début avec de la mie de pain, avant les pommes de terre. Comme au XIIe siècle à Aubrac, au XIIIe, et puis les pommes de terre sont arrivées avec Parmentier. Mon arrière-grand-mère faisait toujours l'aligot avec la mie de pain. Et là où Jeune Montagne a beaucoup œuvré aussi, c'est en remettant l'aligot au cœur des fêtes de village. Ah oui, on a voulu placer l'aligot en tant que plat de jour de fête. Il y a eu une espèce de solidarité locale. La restauration s'y est mise aussi. Il faut le reconnaître. C'est pour ça que je dis quelquefois qu'il est bon de décloisonner les corporatismes. Les restaurateurs du secteur on dit, mais maintenant on sait qu'on peut avoir de l'aligot tous les jours à la coopérative, ça tombe donc on met l'aligot. Et alors on a eu des demandes d'aligot qu'on a qualifié d'aligot géant. Il y a eu une demande très intense, d'abord sur l'Aubrac, et puis qui s'est déployée. On voyait que dans leurs annonces d'événements, les organisateurs mettaient aligot géant de Jeune Montagne. Et ça a permis à ce produit d'être connu, d'être apprécié sans doute. De toute cette aventure qui a été la sauvegarde de la tradition buronnière, de la tome de l'Aubrac, du fromage de l'Aïole, mais aussi de l'aligot. Tous ces combats que vous avez menés, à quoi ils tiennent ? Qu'est-ce qui vous tient ? Il y a eu aussi un grand combat, la sauvegarde de la race. Et de la race Aubrac, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui, au plus profond de vous... J'avais pris conscience de ce qu'avait été... Parce que je m'étais quand même là, quand j'ai vu certaines évolutions, j'ai relu tout le travail approfondi, le travail du CNRS. Et j'ai dit, mais là, il y avait une totale liaison entre c'était vraiment une démarche commune. La ressource locale est issue du milieu naturel.
on va planter des bananiers sur l'Aubrac, on aura des récoltes nulles, des handicaps majeurs et on pourra manifester. Mais où est l'avenir du territoire? Est-ce qu'on est là tout simplement pour être à un moment donné des personnes sans aucune relation avec la survie territoriale? Parce qu'il faut savoir que le massif de l'Aubrac, le massif de l'Aubrac, du point de vue économique, c'est un tout. Si on n'avait pas l'apport de lait de la Lozère, du Cantal, partie Aubrac, si la race d'Aubrac n'avait pas réagi à partir de ces petits groupes clandestins d'éleveurs qui ne voulaient pas lâcher la race et qui la tenaient à l'affectif, eh bien, la race était foutue. S'il n'y avait pas eu ce front commun interdépartemental, et c'est pas toujours facile à faire vivre. Maintenant, rien n'est jamais gagné d'avance. Et c'est pas parce qu'on met le mot Aubrac que la performance est là. Et c'est là toute l'importance. Et j'ai eu très tôt des divergences avec l'identification des produits qui prenaient comme support l'identité. L'identité est dire on est de là, donc on est les meilleurs. Et je dois dire que ça, la performance en la matière, elle ne se transmet pas automatiquement, elle n'est pas acquise par héritage. Il faut tous les jours être à même de remplir les conditions qui génèrent les plus-values. Parce qu'on s'est aperçu de quelque chose, mais là, ça fait partie du décloisonnement avec 3 maîtres mots que j'avais pratiqués depuis longtemps, mais qui sont devenus un peu les axes majeurs de la charte d'Aubrac: sauvegarder, mettre en valeur, partager. Partager, ça on l'a appris avec le tourisme et grâce au tourisme. J'ai connu une période où tourisme et agriculture, élevage, c'était plutôt l'antagonisme. À tel point qu'à un moment donné, quand on voyait que la Liego se développait, moi je voyais là un peu l'intérêt du tourisme. J'ai dit à mes collègues, écoutez, mettez-vous sur les ponts et arrêtez les touristes et on va faire des simulations en interne pour voir ce que ça donne. Et alors, c'était complètement abstrait, mais on a pu voir assez vite que si on bloquait le tourisme sur l'Aubrac, c'était les services, les restaurants, les hôtels, tout ça disparaissait. Alors les agriculteurs ont dit quand même, donc il faut le laisser venir, parce que les activités qui nous sont nécessaires ont la possibilité ainsi de récolter pendant une période, ce qui leur permet d'attendre la période d'après. Toutes ces observations, finalement, vous les tirez de vos différents engagements. Vous venez de les aborder, oui. L'engagement syndical auprès de la FDSEA dont vous avez été le président, de l'INAO et des institutions nationales auxquelles vous avez participé, de votre mandat de maire de la Terris pendant 5 mandats. J'ai oublié de dire quelque chose d'important. De tous vos engagements, donc syndicaux, politiques. Est-ce que le premier et finalement le plus important, c'est celui d'être paysan ? Est-ce que c'est celui-là votre premier engagement ? Moi, ce sont Ah oui, vous me posez une très très bonne question. Je pense que on a besoin des apports scientifiques, de la connaissance. J'ai été avide de connaître, mais j'ai souvent réagi sur mes constats pratiques. Donc il fallait rester Et je me suis paysan. toujours, mon épouse vous le dirait, ou mes enfants, je me suis toujours efforcé, quelle que soit l'intensité de mes responsabilités, à rester actif sur mon exploitation. Là, maintenant, c'est la mémoire, je perds un peu les lignées au niveau génétique. Est-ce que vous avez déjà songé à celui que vous auriez été si vous n'aviez pas vécu ici ? Ça, là, vous m'incitez à un exercice. Incontestablement, le fait d'être dans un sillage générationnel, j'aurais
me semble-t-il. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans beaucoup de pays étrangers. Parce que des gens étaient venus sur l'Aubrac. Je crois qu'il y en a 15. Je les avais par là, les 15 pays où je suis allé. Et on nous a sollicité partout sur une démarche de remise en valeur d'un territoire. Avec cette préoccupation, et je voulais citer, qui consistait à dire il faut que notre terre, si on veut qu'elle reste une terre vivante, doit générer de la ressource. Et alors la ressource pour les uns, c'est à partir d'un type d'agriculture ou d'élevage, pour d'autres un type, pour d'autres c'est de l'artisanat, pour d'autres c'est de l'accueil, mais c'est de la ressource locale. Et j'ai vu dans tous ces pays que ça soit... Je suis allé à Tambov en Russie. On est allé, la dernière sortie, c'est en Arménie, au Saskatchewan, aux provinces anglophones du Canada. Alors, je pense que partout, j'aurais eu le souci de mettre en valeur, de ne pas être posé là quelque part pour attendre que les années passent. On retient de vous le côté visionnaire, créatif dont vous venez de parler, votre manière de convaincre par-delà les clivages. Vous êtes quand même une personnalité fédératrice, mais ce que je retiens aussi, c'est que vous êtes beaucoup inspiré de ce qui se faisait ailleurs, finalement. D'abord sur le Carladès, sur l'élevage. Pour la fromagerie. Oui, puis à l'étranger, ce dont vous venez de parler. Ah oui, là, à l'étranger, Et pour nous, les orientations partiraient plutôt d'un modèle que je verrais à l'Est, et qui se lève à l'Est comme le soleil. Et parce que la tendance, à un moment donné, on parlait des modèles venus de l'Ouest, soit des USA, soit un peu de Bretagne, pour un type d'agriculture. Et alors là, et tout, on était incité, on avait le regard tourné plutôt vers l'Ouest. J'ai dit non, il faut regarder à l'Est. Et ça, quand je le raconte aux Arméniens, ou même alors je suis allé aussi en Autriche, en Suisse. Ça a été fondateur, la Suisse. Le voyage de noces. Le voyage de noces qui a été fondateur. Un peu, oui. Déjà d'une réaction et d'une Parisienne qui tout à coup devenait terrienne. Votre épouse. Oui. Qui devenait terrienne et puis qui, avec son regard extérieur, m'a permis aussi, il faut que je le dise honnêtement, de voir ce qui m'échappait à l'époque. De quelle manière est-ce que vous comptez sur les nouvelles générations ? Quand on dit nouvelle génération, si je prends en compte les engagements de mes 2 garçons. Qui ont repris l'exploitation ? Oui, qui ont repris l'exploitation. Je n'hésite pas à dire qu'ils sont plus attachés à la ressource locale que je ne l'étais à leur âge. Garder le même sillage, mais avec plus d'efficacité, à une autre échelle. C'est quelque chose auquel je suis sensible, je dois le dire. Alors, la génération d'après, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment dire. On voit que le côté urbain refoule dans certains cas. Mais ça veut dire que quand toute la ressource ou la survie est assurée par des apports extérieurs, on peut se poser des questions sur le devenir d'un territoire. Mais quand vous vous apercevez que la ressource peut être aussi issue d'une terre, ça permet de projeter et de dire on est dans une trajectoire qui peut. Et quand je vois aussi, et ça on le ressent autour de nous, un peu le délabrement de la planète. Mais on dit qu'il faut se concentrer sur sa parcelle. L'Aubrac n'est qu'une petite parcelle. Et là, c'est quelque chose que j'avais appris dans mes premières démarches, disons, d'auto-formation.
le traitement à la parcelle. Pour des agriculteurs, des éleveurs, ça parle. Hein. Traitement à la parcelle. Finalement, est-ce que vous vous dites que tout ce que vous avez porté sur l'Aubrac, aujourd'hui, est dans le vrai? Est-ce que la période qu'on traverse de bouleversements profonds ne vous prouve pas le bien fondé de tout votre engagement sur l'Aubrac, d'un territoire qui, a priori, handicapé par un milieu assez rude, a su traverser de profondes mutations et pourra traverser les prochaines? J'ose pas trop le dire. J'ose pas trop le dire parce que je n'ai pas fait tout seul. Hein. Un homme seul ne fait rien. Mais globalement, je pense que ce que vous évoquez fait partie du domaine des réalités. Aujourd'hui, on se sent plus destiné à être utile qu'à être une charge. Vous avez le sentiment du devoir accompli? Il n'est jamais totalement accompli. Mais sur certains critères, oui. Parce que... Et puis là aussi, il y a quelque chose qui est devenu pour moi une règle. À certains moments, il ne faut pas craindre de déplaire pour être utile. Ça, vous le dites souvent. Et pour ne pas décevoir, vous dites aussi. Et pour ne pas décevoir. Et pour ne pas décevoir, oui. C'est pas commode toujours. Et puis aussi, ne pas être prisonnier du court terme, toujours. Dans la biographie que signe Daniel Croze de vous, donc André Valadier, l'Aubrac au cœur, aux éditions du Rouergue, il dit de vous que vous êtes tout entier dirigé contre la fatalité. Oui. J'accorde quand même, c'est un peu vrai, dans la mesure où j'accorde de l'importance à l'anticipation. Il faut anticiper. Il faut anticiper, c'est mieux que visionnaire même. Parce que des visions... Mais parce que la vision, ce n'est qu'une vision. L'anticipation, ça implique que vous déclenchiez ou que vous obteniez des comportements en prévision qui ne soient pas décalés par rapport au temps qui viennent. Et puis le délabrement auquel je faisais allusion, le mot est peut-être un peu trop fort. Je suis prêt à le modérer s'il faut. Mais je sens qu'au niveau institutionnel, au niveau du fonctionnement de la planète, si vous voulez, parce que c'est partout qu'il y a des points qui prêtent à appréhension, inquiétude, à incertitude. Puis le fait aussi de sauvegarder l'efficacité du collectif, mais qui ne veut pas dire où chacun fait ce qui lui bon, paraît être... Ça veut dire quand même le respect d'une règle. Je dis, il faut quand même que toute évolution collective puisse prendre appui sur une organisation, le respect d'engagement ou de règles. Et je prenais toujours vis-à-vis de mes collègues, quelquefois, ceux qui étaient un peu réticents pour admettre. J'ai dit, supprimez le code de la route, vous ne circulez pas. Il faut ce socle commun. Il faut ce socle commun. Socle commun, moi je vois mon épouse. Bonjour madame. Vous devez avoir soif depuis le temps. Oui, on a soif. Et alors? Tu nous laisses tomber. Mais oui, je sais ce que c'est. Eh bien, elle connaît beaucoup de choses déjà, mais elle m'a posé des questions qui m'ont permis de lui dire que la Parisienne était devenue terrienne, dans l'essence le plus noble du terme. Oui, mais ça, c'est la rengaine que tu répètes. Mais je tiens à le dire parce que ça n'a pas été insignifiant. Alors, je vous laisse.
pour faire la suite avec donc la fatalité, est-ce que vous diriez que vous êtes optimiste ? J'ai toujours été assez optimiste. À mon âge, je ne vais pas changer. De nature, je suis optimiste parce que j'ai confiance en l'homme. Et puis, quelquefois, certes, c'est des situations difficiles qui vous permettent de rebondir et de retrouver le bon chemin. Et partant du principe, et ça je l'ai souvent vérifié, que toute difficulté vaincue est source de progrès. Mais il faut vaincre. Des heures de citations avec vous, j'en ai relevé beaucoup que je trouve très inspirantes. J'en citerai quelques-unes. Je voudrais peut-être finir, André Valadier, sur une question que j'aime poser à toutes les personnes que je rencontre et qui clôt les entretiens en général. Cette question, c'est en quoi est-ce que vous croyez ? Je crois en l'homme. Femme, bien sûr. Je crois aussi à la famille. Et ça m'attriste un peu de voir que les approches familiales ne sont plus tout à fait appréhendées par rapport à celles que j'ai connues. Mais je crois beaucoup à la famille. C'est le premier socle, mais un socle qui peut être décisif. Vous avez 4 enfants, 14 petits-enfants ? Oui. Mais 10 filles. Parmi les sur petits. les 14, oui. 4 garçons. Mais bon, voilà, je crois en la famille. Et si on pouvait redonner à la famille toute la place que je souhaite pour elle, je pense qu'il y a un certain nombre de difficultés autres qui seraient atténuées. Comment vous dire mais derrière tout ça, il faut garder confiance aux hommes et aux femmes. J'ai toutes les raisons de le dire. On n'a pas pu discuter longtemps avec Geneviève, elle aurait pu elle aussi en rajouter. Et ouais. Merci beaucoup. Vous êtes arrivés au bout de ce premier épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a touché, ce grand monsieur. Si vous voulez aller plus loin, mieux connaître ses nombreux engagements, je vous conseille vivement la biographie écrite par Daniel Croze aux éditions du Rouergue, André Valadier, l'Aubrac au cœur. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola Croze. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cute. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. À très bientôt.